Un mot, un seul, peut vous faire penser à un nom. Un nom qui a fait grandir l'industrie du cinéma, l'agriculture, et qui va même participer à la guerre du futur. Drone. Ce simple mot peut vous faire sourire, pourrait vous sauver, mais pourrait bel et bien aussi vous tuer. Derrière ce mot se cache l'une des entreprises les plus discrètes de la planète et l'une des plus puissantes. Derrière un simple drone se cache un nom, DJI. L'entreprise DJI ne vous dit peut-être rien, et pour ceux qui l'auraient reconnu, je suis sûr que vous ne savez même pas qui l'a inventé. Bienvenue, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on découvre en vidéo et en podcast audio l'incroyable et très discrète histoire de DJI. At first, I just want to realize the dream of building a machine that can fly autonomously. After I finish this project, I see the business opportunity behind it. DJI, c'est avant tout l'histoire d'un passionné d'aéronautique, Frank Wang, de son vrai nom Wang Tao, qui grandit à Hangzhou dans les années 80, à une époque où la Chine commence tout juste à accélérer sur le plan technologique. Le futur créateur de DJI passe ses années d'adolescence sur des modèles réduits et des hélicoptères radiocommandés, fasciné par l'idée de faire voler des gadgets. Cette obsession l'amène à l'Université des sciences et technologies de Hong Kong. C'est l'une des plus réputées du pays. Dans ses premières années, Frank ne cherche pas à fabriquer un drone dans son entièreté, il cherche plutôt à résoudre ce qui est alors l'un des plus gros problèmes des drones pour le grand public, la stabilisation. En 2005, le mot drone est encore réservé aux geeks. Il est utilisé pour parler de technologie militaire ou alors uniquement dans le petit monde très fermé des passionnés de modélisme, capables de passer des week-ends entiers à calibrer des gyroscopes. Un peu comme moi, si vous m'avez découvert il y a plus de 10 ans sur YouTube. Et pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, c'est le moment de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. En 2005, on est loin, mais alors très loin, d'un monde où n'importe qui peut piloter un drone. Avant de créer DJI, Frank assemble ses premiers prototypes depuis sa chambre d'étudiant. Il remporte même des concours de robots organisés par son université et décroche une bourse qui va faire naître une marque aujourd'hui mondialement connue, DJI. DJI est fondé officiellement en 2006 à Shenzhen. C'est un choix stratégique pour se rapprocher de tous les partenaires industriels et du cœur technologique du pays. Shenzhen s'impose au fur et à mesure aux yeux de tous comme l'atelier électronique du monde entier. Alors Frank constitue une petite équipe qu'il ne ménage absolument pas. Parce que dès le début, le jeune patron a déjà une vision bien précise de ce que doit être DJI. On dit de lui qu'il est perfectionniste avec un sens du détail qui rend fou la majorité de ses collaborateurs. Du coup, il y en a beaucoup aussi qui quittent le navire assez rapidement, incapables de gérer la pression. DJI ne vend aucun drone à ses débuts, mais plutôt des composants très spécifiques à des sociétés et quelques radiocommandes. L'entreprise survit grâce à de l'argent qui provient de l'entourage proche du fondateur et notamment grâce à l'un de ses professeurs, Li Zhexiang, qui, au-delà d'avoir poussé Frank Wang dans ses recherches, a financé les débuts de DJI. Et désormais, il est aussi connu pour avoir lancé la plupart des pépites de la tech chinoise. Et malgré tout, ils arrivent à de belles prouesses parce qu'en septembre 2009, toujours avec le soutien de son université, Frank Wang parvient à réaliser le tout premier vol de drone au sommet du mont Everest, l'un de ses premiers et très jolis coups de pub. Plus DJI progresse avec ses clients professionnels, plus un besoin vital apparaît. Séduire le grand public. Parce que les premiers appareils de DJI impressionnent les ingénieurs, mais ils ne suffisent pas pour créer une industrie tout entière. Ça reste un truc de geek. Alors pour franchir ce cap, il faut qu'ils arrivent à rendre leur technologie compréhensible et surtout facile à utiliser par des gens qui n'ont jamais touché un drone de leur vie. Et c'est là que Frank pense à son meilleur pote du lycée, Swift Xijia. Il rejoint l'entreprise en 2010, au moment où DJI est encore une petite structure, dominée par des geeks, on l'a compris. Et lui, il n'arrive pas avec un nouveau prototype, mais avec une idée simple. Si DJI veut grandir, il faut arrêter de parler qu'aux experts. DJI doit devenir une marque désirable, avec des histoires qui touchent des clients qui n'y connaissent rien. Et son arrivée marque un vrai tournant. DJI commence à documenter ses avancées et à s'intéresser à des usages concrets pour répondre à des besoins spécifiques. À l'époque, l'immense majorité des entreprises chinoises de hardware communiquaient encore très peu ou de manière strictement technique. Alors DJI choisit une autre option, celle de s'ouvrir à une audience plus générale. Et ce virage, initié depuis Shenzhen, donnera plus tard l'impression que DJI est une marque née pour le grand public. Et c'était pas le cas. Avec le recul, ce choix a été décisif. Sans ce pivot marketing, DJI serait probablement resté un fournisseur de composants pour des passionnés. En combinant une avancée technologique réelle à un besoin grand public, DJI s'apprête à lancer son premier produit. Un produit qui va connaître un succès mondial.
Et si l'intelligence artificielle était le plus gros braquage de notre histoire? Si je te demande tes relevés bancaires, tu me les donnes? Probablement pas. Non pas parce que tu ne me connais pas, mais parce que tu ne me fais pas confiance. La confiance se gagne par gouttes et se perd par litres. Et avec l'explosion de l'intelligence artificielle dans notre quotidien, une question commence sérieusement à se poser. Que deviennent réellement nos données quand on utilise ces outils tous les jours? On envoie des documents, des contrats, des messages personnels, parfois même des informations professionnelles ou médicales, sans vraiment savoir où ça va, ni qui peut y accéder. En Europe, la question de la vie privée n'est pas un détail, c'est un cadre légal, une culture, parfois même une contrainte, mais aussi une vraie force. Et c'est exactement dans ce contexte qu'une solution européenne commence à s'imposer. Euria, qui sponsorise cette vidéo, est un assistant d'intelligence artificielle développé par Infomaniac, le premier fournisseur cloud en Suisse. Infomaniac est une entreprise indépendante, utilisée par des millions de personnes en Europe, contrôlée par ses employés et totalement indépendante des GAFAM. J'avais d'ailleurs pu en parler 20 minutes avec leur PDG. Euria a été pensé dès le départ pour répondre à une question simple. Peut-on utiliser une IA sans renoncer à sa vie privée? Euria est gratuit, accessible sans créer de compte, hébergé exclusivement en Suisse et aucune donnée n'est utilisée pour entraîner les modèles. Il existe même un mode de chat éphémère, dans lequel aucune conversation n'est conservée ni stockée. Même Infomaniac n'y a pas accès. C'est une IA grand public, mais aussi adaptée aux usages sensibles. Entreprises, santé, droit, finance, des secteurs où la confidentialité n'est pas négociable. Et il y a un autre point unique, l'impact environnemental. Toute l'électricité utilisée par les data centers d'Infomaniac est récupérée sous forme de chaleur. Résultat, jusqu'à 6000 logements chauffés l'hiver, soit l'équivalent de 20 000 douches de 5 minutes par jour. L'IA ne consomme pas pour rien. Elle chauffe des foyers. Euria est basée sur des modèles open source, opérés à 100% en Suisse et pensés comme un outil du quotidien, sans compromis entre performance, confidentialité et durabilité. Vous pouvez tester Euria gratuitement en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran et en cliquant sur le lien euria.infomaniac.com en description. L'application est également disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Et pour aller plus loin, des options existent avec My K-Suite Plus ou K-Suite Pro pour les entreprises. Dans un monde où l'intelligence artificielle devient omniprésente, la vraie question n'est peut-être pas ce qu'elle sait faire, mais qui la contrôle. The most amazing video games bit of kit you've ever seen. It's called the AR drone and it comes from France. Les drones, pour le grand public, début 2010, sont quasi inexistants. Les seuls drones qui font un peu parler d'eux sont de chez nous, et je le reconnais, c'est surprenant, mais vous avez peut-être connu cette marque française, Parrot. Parrot lance l'AR Drone, un quadricoptère, contrôlé depuis un smartphone, avec une caméra intégrée et des jeux multijoueurs en réalité augmentée. C'est un objet hyper en avance sur son temps, et qui fait une énorme impression au CES de Las Vegas, le plus grand salon tech du monde. Start saving for it because this is pretty slick technology. It's stuff that you'd expect to be DoD, like the military type technology, that's now available for us. En 2010, c'est Parrot qui occupe tout l'espace médiatique. Une entreprise française connue pour ses kits main libre et ses enceintes Bluetooth débarque avec un produit ultra futuriste pensé pour le grand public. Tout le monde en parle dans les JT, dans les magazines tech et dans les rayons de la Fnac. Le problème, c'est que Parrot a un positionnement assez particulier. Son drone est un jouet. Ça amuse, ça surprend, mais ça n'est pas conçu du tout pour répondre à un besoin, à part celui de s'amuser. Et c'est précisément là que DJI va les battre. À un moment où le monde entier s'équipe avec des GoPro pour filmer ses sorties à ski et à vélo, Frank Wang comprend que le marché ne se développera pas avec des drones gadgets. Ce que les gens veulent vraiment, même s'ils ne le savent pas encore, c'est un outil simple d'utilisation pour prendre des vidéos sous un angle encore jamais vu. DJI voit ce que Parrot ne voit pas. La demande du grand public pour un drone vidéo. Et DJI a déjà un avantage énorme, la stabilisation, sur laquelle Frank bosse depuis déjà très longtemps maintenant. Et le savoir-faire accumulé donne une avance technologique considérable que personne ne peut rattraper à court terme. Le DJI Phantom est la première success story de la marque. Un drone stable, simple d'utilisation, avec un bon capteur photo, des moteurs puissants et un châssis qui peut encaisser des mouvements rapides. En quelques mois, le Phantom s'impose comme le premier drone grand public réellement capable de produire des images professionnelles. Les vidéastes pour le cinéma, les mariages et même les youtubeurs s'y intéressent. Parce que pour nous, ce n'est pas juste un jouet pour le week-end. C'est notre nouvel outil de travail. DJI a trouvé l'équilibre parfait dès son premier lancement. Une technologie mature, un marketing structuré et un produit capable de parler à tout le monde. Cette combinaison va transformer cette petite entreprise née dans un dortoir d'université en un leader mondial incontesté. Before, the flying camera technology is only limited to the military technology, but now we are able to make it
affordable enough for ordinary people. Comme toute entreprise de la tech qui se respecte, on sait que t'as pénétré le marché lorsqu'un pays en particulier s'intéresse à toi, les États-Unis d'Amérique. Jusqu'à présent, DJI manquait d'un réseau de distribution pour toucher le public américain. Il fallait structurer tout ça. Et c'est là qu'un homme rentre en scène, Colin Ginn. Colin, c'est tout l'inverse de Frank Wang. Là où Frank déteste s'exposer, Colin a un instinct naturel pour la démonstration et la mise en scène. C'est un mec au passif d'entrepreneur dans la tech, basé au Texas, qui comprend immédiatement le potentiel du DJI Phantom. Colin propose à Frank d'ouvrir DJI North America et devient en quelques mois le visage de la marque aux États-Unis. Colin apparaît dans des vidéos, fait des démonstrations publiques, parle du produit à des dizaines de chaînes YouTube américaines. Je crois même que je l'avais rencontré lors d'un CES aux États-Unis. Il organise des tests, il sait exactement comment présenter le Phantom pour en faire un produit mainstream. DJI est incarné aux États-Unis par Colin, ce que Frank a toujours refusé de faire. Et ce duo étrange d'un ingénieur, un peu dans son coin, et d'un américain extraverti, c'est la recette pour faire décoller la marque. En l'espace d'un an, un mot, un seul, vous fait penser à un nom. DJI devient le nom que tout le monde associe au drone. De leur côté, Parrot, qui a presque inventé le drone grand public, voit la vague lui passer au-dessus. La machine DJI va beaucoup trop vite. À peine le Phantom installé sur le marché début 2013, DJI enchaîne avec de nouvelles versions. Le Phantom 2 arrive quelques mois plus tard, à l'automne de la même année. Autonomie améliorée, une portée plus importante et toujours ce design emblématique qui nous a marqué. Les accessoires DJI se multiplient. La chaîne YouTube de DJI explose en popularité et un écosystème commence à se créer. Au-delà d'un produit, ils ont été précurseurs sur plein d'aspects. Une marque qui investit en communication sur YouTube. En 2013, il y en a peu. DJI devient inarrêtable. Et comme dans tous les succès, se cachent des échecs. Des échecs qui m'intéressent particulièrement si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Encore une fois, si c'est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne. Il y a un événement inattendu qui perturbe la montée en puissance de l'entreprise DJI et c'est peut-être l'une des pires choses qui peut arriver dans l'histoire d'une entreprise, un conflit entre collaborateurs. Frank Wang et Colin Ginn. Colin reproche à la maison mère de l'avoir écarté, de ne plus lui donner les moyens de développer le marché et accuse DJI de pratiques déloyales dans la gestion de DJI Amérique du Nord. Le conflit va très loin, puisqu'ils finissent devant les tribunaux. DJI coupe la branche Amérique du Nord et restructure toute sa distribution. Colin décide de partir à ce moment-là chez 3D Robotics, le grand rival américain à l'époque qui travaillait avec GoPro. Vous en avez déjà entendu parler si vous avez regardé ma dernière vidéo sur la chute de l'empire GoPro. Un conflit de business aussi violent aux États-Unis aurait pu mettre à mal la marque. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé chez DJI. Au moment où le clash éclate, DJI a déjà gagné la bataille. La plus importante, la bataille du produit. Les DJI Phantom 2 et 3 deviennent les drones de référence. L'écosystème DJI Go, l'application mobile qui centralise tous les réglages du drone, renforce encore leur avance technique et pousse les clients à acheter toujours plus de produits chez eux. 3D Robotics, début 2014, et malgré un excellent recrutement, ne parvient pas à suivre le rythme. L'histoire bascule. DJI n'est plus un simple challenger chinois. DJI est en train de devenir une référence mondiale. Il y a peut-être un détail qu'on a tous manqué. Depuis les débuts de DJI, les drones étaient équipés de GoPro. DJI s'était concentré sur le drone, plus que sur la caméra. Mais un nouvel appareil va tout changer, le DJI Inspire 1. Le premier drone DJI, pensé pour les pros, à seulement 3 000 €. Un concentré de technologie qui peut remplacer un hélicoptère, une grue ou d'autres matériels lourds. Vous vous rendez compte de ce que ça représente en termes d'économie et de champ des possibles? Avec le DJI Inspire 1, DJI occupe non pas un, mais 2 terrains de business à exploiter. Le business des drones grand public avec la famille des DJI Phantom et le business model centré sur les professionnels avec le DJI Inspire 1. En avril 2015, DJI sort le DJI Phantom 3 en 2 versions, Professional and Advanced. Le Professional filme en 4K, l'Advanced en 1080p, mais surtout, les deux intègrent un système de transmission vidéo numérique appelé Lightbridge. En gros, ça permet d'avoir un retour vidéo HD en temps réel, beaucoup plus stable et bien meilleur que le Wi-Fi des versions précédentes. Le DJI Phantom 3 embarque aussi des capteurs sous le châssis, ce qui lui permet de se stabiliser même sans GPS, à basse altitude ou en intérieur. C'est à ce moment-là, en 2015, que DJI en profite pour racheter des parts de l'entreprise suédoise Hasselblad, qui deviendra à terme le fournisseur des caméras pour ces drones. Et derrière ces évolutions produits, les chiffres suivent. Le volume de vente chez DJI est multiplié par 100
entre 2011 et 2015. L'entreprise lève 75 millions de dollars auprès d'Accel, qui avait investi par exemple au tout début dans Facebook. Ouais, ils ont quand même l'œil pour repérer les pépites. DJI devient l'une des plus grosses licornes chinoises. Une licorne dans le business, c'est une entreprise qui n'est pas encore cotée en bourse, qui a déjà levé des fonds et qui a une valorisation à plus d'1 milliard de dollars. Après la sortie du DJI Phantom 4, certains cabinets estiment la part de marché de DJI à 74% environ. Sur le marché des drones civils, au point que des chercheurs et des pros de l'industrie parlent de DJI comme ils parlent d'Apple. Comme le fait Apple avec l'iPhone, DJI sort un produit phare tous les ans, ou presque, qui fixe la nouvelle norme technique. DJI vend une solution tout en un. Là où ses concurrents vendent des kits caméras et drones, DJI est leader du marché avec des produits tout en un, qui marient le matériel et le logiciel, comme Apple avec l'iPhone et son écosystème, iOS, iPadOS, macOS. DJI a su utiliser cette avance produit pour verrouiller le marché, à tel point que pour certains, et vous en faites peut-être partie, acheter un drone, c'est acheter un DJI. Tout ce succès sans une figure de fondateur star. Comme l'impose presque le marché américain aujourd'hui, DJI a imposé son propre standard technique et marketing dans un marché tout entier. Quand on comprend ce tour de force, on comprend que chaque nouveau produit ne se joue plus sur un terrain neutre, puisque c'est désormais DJI qui fixe les règles du jeu. Et toujours dans le monde agricole, quand les drones viennent en aide aux agriculteurs, le travail de ces aéronefs permettrait d'optimiser les parcelles grâce à la cartographie, notamment pour les besoins en engrais. Si vous pensez que DJI allait se satisfaire d'une valo à 1 milliard de dollars, c'est mal les connaître. Il est temps de conquérir encore plus de marchés. En 2015, DJI annonce l'Agra MG1, un drone DJI qui permet à un agriculteur de survoler ses champs en quelques minutes pour repérer les zones mal irriguées, les cultures en difficulté et même de pulvériser pour entretenir ses champs. Désormais très loin de la simple caméra stabilisée en vol, DJI adresse une cible qui attend des drones sur des terrains agricoles. De quoi révolutionner tout le secteur de l'agriculture et à l'échelle mondiale. On peut arriver à des économies d'une 50aine d'euros de l'hectare. Après, c'est très différent d'une année à l'autre, d'une parcelle à l'autre. Mais oui, on peut avoir des gains qui sont significatifs. En parallèle, DJI développe la gamme Matrice, des plateformes plus modulaires, sur lesquelles on peut fixer différents types de charges utiles, avec des caméras thermiques, des lidars ou des zooms optiques. Ces drones-là sont utilisés pour inspecter des lignes haute tension, des éoliennes, des pipelines ou des chantiers. Avant, il fallait un hélicoptère qui coûte une blinde à l'heure de vol. De plus en plus d'ingénieurs, de bureaux d'études et de collectivités se mettent à bosser avec DJI parce que leur offre est irrésistible. Les coûts explosent à la baisse et le nombre d'entreprises qui peuvent se permettre des plans aériens explose à la hausse. DJI continue de voler sur tous les nouveaux business qui s'ouvrent à eux. Leur technologie initiale, celle de la stabilisation, n'est pas utile simplement dans les airs. Au sol aussi. L'industrie du cinéma et de la télévision pourrait profiter d'une caméra entièrement stabilisée. Alors en 2014, DJI lance le premier DJI Ronin, un stabilisateur 3 axes pour caméra directement dérivé du savoir-faire accumulé sur les drones. À l'époque, le marché de la stabilisation au sol est dominé par des systèmes très chers et assez lourds à mettre en œuvre, ce qu'on appelle des steadicam dans le milieu. Le DJI Ronin débarque avec une approche différente, une nacelle motorisée, pilotée par électronique, capable de stabiliser l'image à la perfection sans trop de connaissances techniques. Toujours la même méthode. Remplacer ce qui est compliqué par quelque chose de simple et de tout aussi performant. Sur les tournages, ça change énormément de choses. Tu peux passer d'un drone à un DJI Ronin en gardant la même logique de contrôle, la même philosophie sans passer des heures à bidouiller des réglages. Avec le temps, la gamme Ronin se décline en plusieurs formats, du gros modèle pour le cinéma au petit stabilisateur pour YouTubers, et concurrence les acteurs historiques de la captation stabilisée. DJI te suit partout. Alors je vais pas prendre le temps de citer tous les modèles différents qu'ils ont lancés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que DJI n'est plus seulement dans les airs. DJI est présent dès qu'on a besoin d'une image stable, dans les sacs des vidéastes, dans les hangars agricoles, sur les chantiers, dans les casernes de pompiers, dans les services de police et surtout dans les boîtes de production du monde entier. Mais DJI, c'est pas une boîte classique de la tech. La plupart du temps, quand on pense à un géant mondial, on imagine déjà une cotation en bourse et des résultats trimestriels dévoilés en grande pompe, comme pour Nvidia par exemple, quand il y a des conférences. DJI, c'est tout l'inverse. La boîte n'a jamais été cotée à Wall Street ou ailleurs. Elle reste une entreprise privée, majoritairement contrôlée par son fondateur et son équipe, même après l'arrivée d'investisseurs extérieurs.
L'introduction en bourse n'est pas un passage obligé. Tu peux construire aujourd'hui un empire mondial, peser plusieurs milliards, lever de l'argent auprès de fonds comme Accel et continuer à piloter ta boîte loin de la bourse, avec une pression surtout tournée vers le produit plus que vers le cours de l'action. L'entreprise chinoise DJI a réussi en seulement quelques années, avec sa caméra DJI Osmo Action, à flinguer la poule aux œufs d'or Made in America, GoPro qui, elle, à force d'avoir eu les yeux rivés sur les dividendes avec sa cotation en bourse, s'est vite retrouvée à genoux. Mais comme souvent dans la tech, quand tu domines un marché, on va tout faire pour t'arrêter. DJI va se retrouver dans une tourmente qui pourrait bien tout faire vaciller. After the signing of the National Defense Authorization Act for fiscal year 2025, a section of the 800-page report tasked a national security agency with up to a year to assess DJI, a popular Chinese-based drone manufacturer, as it may, quote, pose an unacceptable risk to U.S. national security or the security and safety of U.S. persons, end quote. On est en 2010. Plusieurs agences américaines se rendent compte que la majorité des drones utilisés sur le territoire américain, y compris pour des missions sensibles, sont tous chinois. Certains services publics américains utilisent des DJI pour gérer des incendies, surveiller des crues, faire de la recherche de victimes ou encore inspecter des infrastructures énergétiques. Les drones chinois DJI sont partout, sans que personne ne l'ait vraiment décidé consciemment. Leur produit les a rendus incontournables. Dans un contexte où les relations entre les États-Unis et la Chine se tendent, c'est un problème de sécurité et un problème politique. Devons-nous laisser une entreprise chinoise contrôler notre matériel de sécurité et de travail? Un matériel capable de prendre des photos, des vidéos, des points GPS et de traiter ces données. L'armée américaine ordonne l'arrêt de l'usage de drones DJI sur certaines missions. Des agences fédérales se voient interdire l'achat de drones chinois. Et en 2020, le département du commerce inscrit officiellement DJI sur sa liste noire, aux côtés d'autres entreprises accusées de poser des risques en matière de sécurité ou de droits humains. DJI active son mode défense. DJI n'est ni contrôlé ni possédé par l'armée. DJI respecte les lois locales et DJI propose même des modes de fonctionnement dans lesquels les données de vol sont stockées uniquement en local, sans aucune remontée vers ses serveurs. Il publie régulièrement des communiqués pour répondre aux accusations, mais les soupçons persistent. The equivalent American manufactured drone of this is about 30 grand. I paid 11 for this. And this is a lot more superior than their technology. DJI reste la référence dans le marché civil et professionnel, et beaucoup ne peuvent pas s'en passer du jour au lendemain. Faute d'alternatives crédibles et de coûts maîtrisés, la pression politique pousse certains pays à chercher, parfois dans l'urgence, des plans B pour réduire leur dépendance, quitte à accepter des produits moins bons. D'autres acteurs, eux, ne se posent aucune question. Ils récupèrent ces drones, les bricolent et en quelques gestes transforment un outil pensé pour filmer une simple randonnée en une machine capable de tuer. J'ai pris la décision d'une opération militaire spéciale. À ceux qui tenteraient d'interférer avec nous, et plus encore de menacer notre pays, notre peuple, ils doivent savoir que la réponse de la Russie sera immédiate et conduira à des conséquences que vous n'avez encore jamais connues. Le 24 février 2022, la guerre en Ukraine éclate. Et très vite, on réalise que ces drones grand public peuvent devenir des armes si elles tombent entre de mauvaises mains. Sur le front, les DJI Mavic et les autres petits modèles de DJI sont partout. Ils servent d'abord pour cartographier le ciel sur un champ de bataille sans prendre de risques, puis les choses s'accélèrent. Les drones sont bricolés, modifiés et se mettent à larguer des grenades ou des charges explosives. Après l'explosion de la charge, le métal à l'intérieur fond et forme un jet incandescent que le cornet dirige ensuite vers une cible. Ça crame absolument tout. Des milliers de DJI volent des deux côtés, transformés en véritables armes volantes. Cette omniprésence de DJI fait naître une polémique. Des responsables ukrainiens accusent le système aéroscope de DJI, un outil qui permet de détecter et d'identifier les drones à distance, d'être exploité par la Russie pour localiser les opérateurs ukrainiens. La marque dément, parle d'accusations infondées, mais le doute s'installe. En avril 2022, DJI annonce suspendre ses ventes en Russie et en Ukraine, officiellement pour éviter que ces produits soient utilisés en temps de guerre. Ça fait d'eux l'une des rares grandes boîtes chinoises à communiquer clairement sur le sujet. En pratique, les drones DJI continuent d'arriver par d'autres circuits dissimulés. Quand tu es le roi dans ton marché, il est quasi impossible de faire disparaître tes propres machines, encore plus quand elles sont utiles dans un conflit militaire. L'Ukraine n'est pas un cas isolé.
Ça fait des années que des groupes armés ont compris l'intérêt des drones vendus en magasin. En Irak et en Syrie, des organisations comme l'État islamique ont utilisé des petits quadricoptères pour larguer des explosifs artisanaux. Au Mexique, des cartels se servent de drones pour surveiller les convois de police ou attaquer des groupes rivaux. Même en France, des prisons doivent gérer des vols réguliers de petits drones qui livrent de la drogue, des téléphones ou des armes dans les cours. J'ai pu échanger sur ce sujet avec le général Bruno Baratz dans notre dernier épisode 20 minutes avec, je vous invite à aller le voir. Ces machines conçues, à la base pour le civil, se retrouvent détournées parce qu'elles sont simples à piloter et bon marché. DJI a permis à n'importe qui d'utiliser un drone, un agriculteur, un vidéaste, mais aussi à des soldats et des terroristes. Avant d'être une arme, un drone est l'un des meilleurs outils de surveillance. Dans plusieurs pays, des ONG alertent sur l'usage de drones civils pour surveiller des populations, collecter des données, intimider. Et dans le nord de l'Europe, à l'automne 2025, plusieurs gros aéroports ont été survolés, sans qu'on puisse déterminer qui était derrière les commandes. DJI ne conçoit pas de produits militaires. Mais DJI ne pourra jamais empêcher ses utilisateurs de détourner sa technologie. L'époque où les États et les armées sont plus forts que les industriels privés est révolue. Du moins, je le crois. Une marque grand public a en 2025 une puissance de frappe bien plus importante pour tester ses technologies à grande échelle avec ses consommateurs que les moyens pouvant être déployés en recherche et développement au sein des armées. Je crois que c'est une réalité qu'il va falloir accepter. En adoptant des conversations chaque jour avec ChatGPT, on prend le risque d'alimenter une arme. En jouant aux jeux vidéo avec un casque de réalité virtuelle, on prend le risque qu'il pilote un jour un tank à distance. En jouant avec un drone à la plage, on prend le risque qu'il lâche un jour des bombes en plein combat. DJI a bâti un empire en silence, un empire qui filme, qui surveille, qui sauve. On a longtemps pensé que les armes du futur naîtraient dans nos armées, mais les technologies d'aujourd'hui pourraient bien devenir les armes de demain. Si la guerre du futur a déjà commencé, vous tenez peut-être déjà sa prochaine arme entre vos mains.